Bonsoir chers amis, merci de nous rejoindre sur ce plateau Entretien. Le manioc se produit sur presque tous les continents et c'est en Afrique que les superficies cultivées sont importantes. Curieusement, c'est sur ce même continent à fort potentiel agricole que les rendements ils sont les plus faibles. Pour superficie, donc juste un exemple, de 4000 hectares, on a un rendement de 6 tonnes à l'hectare, contrairement à l'Asie avec une superficie similaire qui s'en sort avec 11 tonnes à l'hectare. Mais aujourd'hui, les chiffres ont évolué. En Asie, nous avons 23 tonnes à l'hectare, pendant qu'en Afrique, on s'en sort avec 9 tonnes à l'hectare. Ça, ce sont les statistiques donc de 2016. Les défis, vous avez compris, chers amis téléspectateurs, les défis aujourd'hui pour l'Afrique sont énormes dans le combat de la sécurité alimentaire. On en parle avec Monsieur Claude Fauquet. Il est chercheur à la base et directeur général de Global Cassava Partnership du 21e siècle. Monsieur Fauquet, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, nous savons qu'il se tient depuis quelques années une conférence sur le manioc. Dites-nous déjà quel est l'intérêt de ces genres de rencontres. Oui, effectivement, on a commencé dès 1988, en fait, à organiser un réseau international du manioc et à organiser des conférences, simplement parce qu'il est extrêmement important d'échanger les informations sur les quatre coins de la planète. Il est très important de savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, d'un point de vue recherche, d'un point de vue développement et d'un point de vue application. Donc en 2003, on a créé ce que vous venez de citer, c'est-à-dire ce partenariat mondial du manioc, parce que ça n'existait pas. Et c'est en plus de faire circuler l'information, le but également est de mettre un peu l'accent sur les manques, les choses qui ne sont pas faites ou pas bien faites, de façon à ce qu'on puisse améliorer l'ensemble de la production et de l'utilisation du manioc. Bon, pour répondre à ce besoin, on organise donc tous les 3 ans une très grande conférence qu'on appelle une conférence internationale du manioc. La première a eu lieu en 2008 en Belgique. Pourquoi en Belgique? C'est pas parce qu'on cultive du manioc, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'organisations donatrices de fonds et on voulait les sensibiliser à l'importance de la culture. La deuxième conférence qu'on a fait en 2012, c'était en Ouganda, dans l'Afrique de l'Est, parce qu'il y avait une nouvelle maladie sur le manioc qui était fulgurante et qui a fait d'énormes dégâts et qui continue à faire des dégâts. Et donc on voulait être dans cette région-là pour justement parler beaucoup de ce problème. Ensuite, nous avons décidé d'aller en Chine du Sud, où on cultive du manioc, effectivement, mais on cultive du manioc à des fins industrielles, c'est-à-dire que ce n'est pas pour nourrir les populations, mais pour faire des produits comme l'amidon, comme les farines, ou bien les sucres ou les sirops, etc., qui sont essentiellement utilisés dans l'industrie agroalimentaire, mais pas seulement. Par exemple, pour faire du contreplaqué, on utilise on fait des colles à partir de manioc, etc. Maintenant, le choix du Bénin. Alors, dans le cas du Bénin, c'est pratiquement toute l'Afrique cultive du manioc pour nourrir sa population. Donc, au départ, c'est une plante vivrière de jardin, je dirais. Et donc, dans les villages, les gens plantaient quelques maniocs, se nourrissaient avec ces plantes. Et donc, on est resté sur ce schéma. On n'a pas évolué, changé et faire du manioc une plante industrielle, comme ça a été le cas en Asie. Donc, à l'heure actuelle, vous avez deux grands pôles. Le pôle africain où la demande vient des gens qui achètent des produits transformés à partir du manioc. Et puis le pôle asiatique où personne ne consomme du manioc, mais il y a une production énorme de ces produits industriels faits à partir de manioc. Et donc on a une utilisation complètement différente et une production des maniocs et une transformation des maniocs qui est absolument complètement différente. Justement, en tant que chercheur, quelle est votre appréciation sur la qualité du manioc qu'on produit au Bénin? Oui, alors d'abord, peut-être certains auditeurs vont se poser, téléspectateurs vont se poser la question de savoir pourquoi un Français s'occupe du manioc et pourquoi il est là à vous parler. En fait, c'est parce que je suis effectivement chercheur. J'ai commencé ma carrière en Côte d'Ivoire en 1974 et mon travail consistait à étudier les maladies des plantes. Et très rapidement, j'ai découvert cette plante qui est infectée par beaucoup de maladies et petit à petit, je me suis intéressé à cette plante. J'ai continué pour les 44 ans qui viennent d'écouler. J'ai continué à travailler sur le manioc ou sur les maladies du manioc à différents points de vue.
Et en fait, j'ai transféré mon laboratoire aux États-Unis pour des raisons techniques et scientifiques, mais j'ai continué à travailler avec l'Afrique. Et pour tout dire, je suis en fait retraité depuis quelques années et je continue à m'occuper. Mais vous êtes toujours en activité, hein, Monsieur Fauquier? Je suis toujours en activité, mais disons que je ne suis plus dans un laboratoire à m'occuper des étudiants et des chercheurs. Mais maintenant, j'ai une vue un peu plus globale parce que j'ai 44 ans d'expérience dans le monde. Donc je veux partager cette expérience et puis promouvoir un certain nombre d'idées avec mes collègues qui sont un peu expérimentés également. Donc c'est pour ça que nous sommes là. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez du manioc produit? Pour répondre à votre question précisément, c'est que la situation, comme je l'ai décrite avec ces deux pôles, un pour nourrir et d'autre part l'autre à des fins industrielles, vous savez pertinemment que la population africaine est en explosion exponentielle, en augmentation exponentielle. Et ça veut dire qu'en 2050, il y aura 2,4 milliards d'individus qui vivront sur ce continent. Aujourd'hui, nous sommes à 1,2 milliard. Or, à 1,2 milliard, le continent africain ne peut pas nourrir sa population. Elle est obligée, le continent importe chaque année 60 à 70, voire 80 millions de tonnes de nourriture. Donc vous pouvez imaginer que quand il y aura 2,4 milliards d'individus, ça va poser encore de plus grands problèmes. D'un autre côté, il n'y a pas de raison, disons biologique ou agronomique ou physiologique ou météorologique même, pour que le continent ne produise pas suffisamment de nourriture pour sa population. Donc c'est une question de gestion, c'est une question d'organisation, de décision, de mettre en place un certain nombre de choses. Et il est absolument impératif que l'Afrique devienne indépendante au point de vue alimentaire, parce que si vous réfléchissez bien à la chose dont tous les hommes ont besoin tous les matins, c'est à peu près 2000 calories. Si vous n'avez pas vos 2000 calories tous les matins, au bout de 3 semaines, vous allez être en très très grave situation. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une population qui explose, comme c'est le cas à l'heure actuelle, sans essayer de prévoir comment on va pouvoir nourrir tous ces gens. Donc vous pensez, M. Fauquier, ici que les pays africains ou bien même les pays du monde peuvent miser sur le manioc pour pouvoir assurer les sains repas quotidiens riches pour les populations? Voilà, alors le manioc je dirais, pour simplifier, le manioc a 2 avantages sur beaucoup de plantes. Il en a plus, mais disons, on va en citer 2. Le premier, c'est que le manioc a un pouvoir potentiel de production qui est absolument énorme. Je vais revenir là-dessus et vous donner quelques chiffres. Mais on peut compter sur cette plante, si on la cultive très très bien, on peut augmenter les rendements africains probablement au moins par 5, voire par 10. Donc il y a un énorme potentiel qui n'a pas été atteint. Et ça, ce n'est pas le cas pour toutes les plantes. Le deuxième avantage, c'est que cette plante est ce qu'on appelle en français résilient au changement de température, au changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 4 mois de sécheresse dans un pays africain, toutes les plantes céréalières seront mortes, alors que le manioc, lui, n'est pas mort. Il ne pousse plus, il végète et il attend que les pluies viennent. Mais quand les pluies viennent, il restaure sa canopée et il repart à stocker de la nourriture dans les racines. Donc face aux défis actuels où on parle de changement climatique, de lutter contre ces fléaux de la nature, il faut forcément accroître la productivité ou la production du manioc. Alors d'une part, il faut augmenter la production de toutes les plantes qui sont cultivées en Afrique, et d'autre part, on sait que le régime, le système climatique va changer et qu'il va avoir un impact important, surtout en Afrique. Bon, pas forcément la sécheresse partout, parce que on sait déjà qu'en Afrique de l'Est, ça sera l'inverse. Il y aura beaucoup plus d'eau qu'aujourd'hui, donc on va souffrir d'un excès d'eau en Afrique de l'Est, et par contre on aura un manque d'eau en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique centrale, ça va changer, mais c'est comme un tambour et ça va tourner. Donc on sait qu'il va y avoir d'énormes changements. Donc il faut regarder absolument tout de suite quelles sont les plantes qui peuvent nous aider le plus. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui pensent à faire de la recherche sur les plantes pour changer, pour faire en sorte que des plantes puissent pousser à des plus hautes températures, par exemple. Mais il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas faire ce genre de plantes en 1 an ou en 2 ans, en 10 ans. Ça risque de prendre 10 ans, 20 ans, voire plus. Le manioc, lui, a déjà cet avantage. Il peut pousser à des très hautes températures, il peut pousser à 40, 42 degrés Celsius, alors que beaucoup de plantes ne peuvent pas. Et il peut attendre que l'eau arrive, il peut aussi mieux pousser s'il y a beaucoup de CO2 dans la nature. Donc il a déjà tous les avantages qu'il faut qu'on ait dans une plante pour pouvoir en bénéficier. Bon, ça ne veut pas dire forcément que dans 30 ans, on cultivera le même manioc au même endroit en Afrique, mais si vous prenez le continent,
on est très optimiste que le manioc puisse répondre à cette demande. Donc ça, c'est déjà une chose. Maintenant, l'autre chose, le point important auquel on a touché tout à l'heure, c'est ces rendements. C'est-à-dire que vous avez mentionné qu'en Asie, les rendements sont en gros 2 fois ou 2 fois et demi supérieurs aux rendements africains. Et là, je suis tenté de vous demander quel est alors le problème que les producteurs rencontrent sur le continent africain. J'y viens. Mais donc, je vais vous dire 2 ou 3 chiffres. Le premier, c'est que 9 tonnes de manioc à l'hectare, ça suffit dans un système, disons, de villageois où les gens se nourrissent eux-mêmes et c'est un circuit fermé. Mais à partir du moment où vous avez des villes où vous devez exporter la nourriture, ou à partir du moment où vous voulez développer une industrie industrielle agroalimentaire à partir de ces plantes, ça ne suffit plus. Donc le gros problème pour développer ces industries, c'est qu'il faut produire plus à l'hectare. On estime qu'il faut au moins 20 ou 25 tonnes à l'hectare, de telle sorte qu'on puisse nourrir une usine dans un lieu donné. Donc ça, c'est un grand problème. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est le premier problème. Donc il faut absolument qu'on mette les paysans dans une situation où ils puissent produire 25 tonnes de manioc. Alors vous allez peut-être me poser la question, mais est-ce qu'on sait faire ça? Justement, justement. Et est-ce qu'on sait faire et est-ce que les producteurs maîtrisent les techniques qu'il faut pour réussir ce défi? Non, bien sûr, beaucoup de producteurs ne maîtrisent pas les techniques, beaucoup de producteurs ne connaissent même pas les techniques. Voilà. Mais nous, on sait, enfin les chercheurs et les gens qui s'occupent de développement savent pertinemment comment faire pour produire 25 tonnes de manioc. Alors, bien sûr, comment faire alors? Eh bien, c'est très simple. Il faut utiliser des plantes qui produisent plus. Il faut bien préparer le sol. Il faut utiliser des machines pour bien, par exemple, nettoyer les champs. Le fait que si vous laissez toutes les mauvaises herbes dans votre champ de manioc après, disons, en 1 mois et demi de culture, vous allez perdre 50% de la récolte. Donc, il faut pouvoir maîtriser ces herbes. En Afrique, c'est un terrible problème parce que à l'heure actuelle, ça se fait à la main. C'est souvent les femmes et les enfants qui le font d'ailleurs. Et donc, les gens passent leur temps à nettoyer. Et quand ils ont fini de nettoyer dans un coin, il faut recommencer dans l'autre. Donc, il faut absolument des machines pour pouvoir nettoyer 10 fois plus vite et puis pour que les enfants ils puissent aller à l'école. Donc, c'est impératif que l'on modernise, que l'on mécanise l'agriculture en général et en Afrique et pour le manioc en particulier. Voilà. Alors, on ne va pas tout mécaniser du jour au lendemain partout et on n'a pas besoin de tout mécaniser, mais il y a certains travaux qui sont préparer le sol avec des tracteurs, c'est 10 fois, 20 fois plus rapide et en fait c'est moins cher que de le faire à la main. Mais on n'en est pas encore à cette étape-là, hein. On est encore très loin de là, ils sont en Afrique. Alors c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que les fermiers n'ont pas d'argent et donc ils ne peuvent pas investir sous forme de tracteurs, sous forme d'engrais ou de produits qui seraient nécessaires pour contrôler des maladies et du coup ils peuvent pas produire beaucoup. Les gens qui font d'investissement pour avoir des usines ne le font pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de production et donc ça augmente pas le prix des denrées, etc. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut rompre. Alors la bonne nouvelle, c'est que la Banque africaine de développement, qu'on appelle la BAD en français pour en raccourci, la BAD vient de mettre en place un très très grand programme qu'on appelle de transformation de l'agriculture en Afrique, non pas du manioc uniquement, mais de 16 plantes très importantes pour l'Afrique dans 30 et quelques pays africains. Et ce plan vise justement à moderniser l'agriculture sur tout le continent. Alors, ce n'est pas la BAD qui va moderniser toute l'agriculture, mais la BAD va permettre d'amener des moyens sous forme de prêts bilatéraux à beaucoup de pays, de sorte qu'ils puissent s'engager à moderniser leur agriculture. Alors, il faudra aussi qu'on amène ces prêts jusqu'aux petits paysans. C'est ça. Que sinon... Et justement, ces petits paysans, M. Fauquet, ces petits paysans se plaignent souvent de la recherche. Ils savent que dans les 4 murs des chercheurs, il se fait un énorme travail, mais l'information n'est pas véhiculée jusqu'à leur niveau. Ils s'en plaignent, et ça, toutes les fois. Alors, mais je dirais que le premier problème n'est pas la formation. La formation, elle est facile à trouver où elle viendra. Le premier problème, je pense, c'est effectivement de leur donner les moyens d'utiliser ces techniques que l'on propose. Et ça, il faut que les États africains, que chaque État africain prenne conscience de la chose et qu'on mette à disposition des petits paysans, mais aussi des petits entrepreneurs.
parce que les femmes qui font du gari sur les marchés, il existe tout un tas de machines qui pourraient être utilisées pour multiplier par 4 leur efficacité. Mais encore faut-il qu'elles puissent avoir des prêts à des taux qui soient acceptables. Bien sûr, on peut emprunter de l'argent partout en Afrique, mais à des taux tellement élevés que personne ne peut le faire. Donc, c'est tout un ensemble. Donc, c'est pas une question de recherche, c'est pas une question de connaissance, c'est pas une question de banque, c'est tout. C'est tout l'ensemble, c'est tout ce qu'on achète, la chaîne de transformation, c'est-à-dire la chaîne depuis la de valeur de recherche transformation. jusqu'à la commercialisation. Voilà. Et encore une fois, la très très bonne nouvelle, c'est que les gens qui s'occupent de ça à la BAD sont très conscients de tout ça. Ce sont des gens qui sont passés par la recherche, qui viennent du secteur de recherche. Le président lui-même a été dans plusieurs instituts de recherche et le directeur de la recherche en agriculture pour l'Afrique est lui-même un chercheur, dans les instituts qui sont les nôtres. Donc on compte beaucoup sur le fait qu'on va pouvoir enfin adresser un certain nombre de questions comme ça. Et encore une fois, c'est extrêmement impératif pour tout le monde. Pas seulement les pauvres petits fermiers ou entrepreneurs, mais aussi tous les gens dans les villes qui auront besoin de nourriture à des prix acceptables, mais aussi tous les gens dans le monde, parce que vous êtes certainement conscient de tout ce dont on parle énormément en Europe, des problèmes d'immigration, quand on voit toutes ces personnes qui perdent leur vie, qui traversent le Sahara dans des conditions abominables pour finalement retrouver des lieux qui ne sont pas les leurs, sans leur culture, sans leur nourriture, sans rien. Et donc c'est un problème pour tout le monde. Voilà. C'est un problème global et mondial. Il faut absolument que l'Afrique soit autosuffisante alimentaire. Merci Monsieur Fauquet. Alors on a beaucoup parlé de production. Maintenant on va parler de notre volet de la chaîne, la transformation. Alors nous savons aujourd'hui que derrière le manioc se cache une multitude de produits. Et au cœur de cette activité de transformation, nous avons beaucoup de femmes qui travaillent là-dessus. Quand vous prenez le cas du Bénin, elles sont nombreuses, ces femmes. Elles sont très combattantes. Elles travaillent pour transformer le manioc en gari, en tout ce que vous connaissez. Mais est-ce qu'elles ont les moyens? C'est très bien que vous parliez de cette transformation avec donc le gari. Le gari est le produit alimentaire à base de manioc qui est le plus répandu sur Terre. C'est le produit qui nourrit le plus de gens à base de manioc sur Terre. Donc c'est un produit extrêmement important. Bon, et quand vous étudiez la façon dont on produit ce gari en Afrique, c'est produit de façon traditionnelle justement par ces femmes et aussi beaucoup de jeunes filles et beaucoup d'enfants qui contribuent à produire ce gari. Et si vous comparez l'efficacité de cette chaîne de production gari traditionnelle à, disons, une chaîne semi-industrielle ou industrielle pour faire des produits alimentaires, les rapports sont tellement gigantesques et tellement énormes en faveur de l'industrie que vous ne pouvez que conclure qu'il faut que l'Afrique passe du système traditionnel au système moderne. Alors, je veux faire un bémol, c'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire que les garis traditionnels va disparaître. C'est simplement qu'il faut qu'on double la chaîne avec un système de production plus grand pour au moins nourrir les masses. Bon, alors peut-être qu'il y aura certainement toujours une clientèle pour des garis traditionnels, etc. Donc, c'est pas forcément contre le système actuel, mais c'est en plus du système actuel. Le deuxième point que je veux absolument faire dans cette discussion, cet entretien, c'est que à chaque fois que je vais sur des garis, des marchés de production de garis, je suis vraiment désolé de voir tous ces jeunes, surtout des femmes, mais aussi des jeunes enfants qui sont là et qui perdent leur temps à éplucher du manioc ou à broyer du manioc au lieu d'aller à l'école et apprendre des choses. Et c'est absolument indispensable que les nouvelles générations apprennent. C'est avec les nouvelles générations qu'on va pouvoir former des conducteurs de tracteurs, des réparateurs de machines, des petites entreprises, des industriels, des managers, etc. Mais s'ils passent leur temps à éplucher du manioc, ils ne peuvent pas apprendre tout ça. Donc c'est vraiment un coup près à double tranchant, c'est-à-dire que d'une part c'est inefficace et de l'autre part on empêche tous ces jeunes d'aller sur l'échelle du développement économique. Et ça c'est extrêmement important pour les 30-40 ans qui arrivent parce qu'on va avoir besoin de tous ces gens-là. C'est très bien de dire qu'il faut industrialiser, moderniser l'agriculture, mais encore faut-il avoir les gens pour le faire. Donc, vous avez mais des gens pour le faire, on n'a pas forcément besoin de la main-d'œuvre très très jeune pour le faire. Hein. Il y a des adultes. Mais il faut apprendre. On ne devient pas réparateur de tracteur du jour au lendemain. C'est des choses qu'il faut apprendre. Et puis, on ne devient pas un manager du jour au lendemain en épluchant du manioc. Le troisième point, si vous permettez, que je veux faire, c'est qu'on parle beaucoup
à l'heure actuelle de comment est-ce qu'on peut économiser de la nourriture. Eh bien, il faut savoir que les chaînes de production traditionnelles perdent environ un tiers de la production sous forme d'épluchures ou autres déchets ou liquides qui sont perdus et jetés dans la nature. À l'heure actuelle, il y a 42 millions de tonnes d'épluchures de manioc qui, chaque année, sont en train de pourrir quelque part en Afrique. Ces 42 millions de tonnes, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas les utiliser, par exemple, pour faire de la nourriture pour les animaux ou pour faire du méthane, pour faire tourner des usines. C'est des systèmes qui existent partout dans le monde. Donc, il y a multiples façons pour pouvoir changer un état actuel des choses, mais on va revenir tout de suite au même problème, c'est-à-dire que ça va demander des moyens, ça va demander des entrepreneurs, et il faut que ces entrepreneurs puissent avoir des prêts à des taux suffisamment bas pour qu'ils puissent ensuite avoir l'information et développer toutes ces choses-là. Monsieur Fauquet, on sait que produire de la richesse, ça passe par la promotion des produits du terroir. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression ou l'idée que un jour, ou bien même que ça arrive déjà, que la farine issue du manioc est en train de rivaliser avec le blé? Eh bien, il n'y a pas de... Je dirais pourquoi pas. Là, encore une fois, si vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde, et je citerai le Brésil, et en particulier un État du sud du Brésil qui s'appelle le Paraná. Au Paraná, le manioc est développé de façon industrielle au maximum. Et ils produisent, le premier produit s'appelle de la farina. Et la farina, c'est très très proche du gari. Moi qui ne suis pas africain, qui connais les produits africains, j'ai eu du mal à faire la différence entre la farina et le gari. Sauf que ce farina, elle est fabriquée maintenant exclusivement dans des usines qui sont petites, moyennes, grandes ou gigantesques. Mais en plus de ça, maintenant aujourd'hui, vous pouvez aller au marché et acheter non pas une farina, mais vous en avez 50 ou plus de différentes sortes, de toutes sortes de qualités. On ajoute des produits, etc. Ça, c'est la première diversification de la production alimentaire. La deuxième diversification de produits alimentaires, c'est qu'au lieu de se limiter à juste faire la farine que les gens ensuite vont utiliser dans leur cuisine, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant font des petits produits. Alors on ajoute du fromage par exemple, on peut partout acheter des petites boules de fromage qui sont faites à 100% de manioc et puis à quelques pourcents de fromage. Vous achetez ça n'importe où, dans les gares, dans les aéroports, sur les marchés, partout, c'est délicieux. Et tout ça accumulé, ça fait un nouveau marché pour le manioc. Donc il faut penser à l'avenir que donc en 2050, plus de la moitié des États africains auront plus que la moitié de leur population dans les villes. Donc tous ces gens-là, ils vont développer automatiquement, ont besoin de nouveaux marchés. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de lorgner vers l'extérieur, vers l'exportation. Pas forcément besoin. Moi, je suis carrément opposé à cette idée-là. Le marché, il est déjà interne. Je ne sais pas exactement d'où vient cette idée d'exporter. Peut-être ça vient du temps de la colonie où on avait du café, du cacao, des bananes à exporter. Donc on continue à penser, on va exporter pour faire des devises. Moi, je vois la situation à l'opposé, c'est-à-dire que je vois que le continent africain va avoir une énorme population. Cette énorme population a besoin de 2000 calories tous les matins par individu, y compris les enfants et les grands-parents. Et donc, si vous faites les comptes et les calculs, c'est un marché énorme qui est là, qui est sur place. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est que si vous voulez exporter, que ce soit de l'amidon, de la farine ou n'importe quoi, il va falloir être en compétition avec des pays comme la Thaïlande, le Vietnam ou la Chine. Or, pour être en compétition avec ces gens-là... Avec ces géants, il faut se lever très tôt. Ça faudra se lever très tôt, on a 50 ans de retard, donc ça me paraît vraiment une montagne de difficultés alors qu'on a un marché qui est juste là. Il y a des marchés, le marché peut être local, il peut être national, il peut être régional. Justement, quand vous parlez de marché local, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet manioc ici au Bénin sous le régime d'un ancien président, c'est Mathieu Kérékou, qui l'avait lancé de l'argent, une importante somme d'argent a été injectée dans ce projet pour finalement chuter. Voilà, je ne sais pas. Alors, je ne serais pas aussi c'était ça le problème, mais c'était ça le problème, c'était un marché d'écoulement. Les producteurs, à un moment donné, s'étaient retrouvés avec des tonnes de manioc sous le bras. Voilà. Alors d'abord, c'est pas unique au Bénin, c'est arrivé dans beaucoup de pays africains. C'est-à-dire que le temps où il suffisait que le président fasse une initiative présidentielle et lance un défi à sa population en disant « produisez du manioc », ce temps est révolu.
Et ça s'est fait au Ghana notamment plusieurs fois, au Nigeria plusieurs fois et au Bénin également. Donc je pense qu'il faut que les dirigeants comprennent que la situation est beaucoup plus complexe que ça et que quand on décide de produire davantage, il faut en même temps décider de transformer davantage. Voilà. Parce que automatiquement, un an après la décision, comme vous l'avez décrit, vous allez avoir une énorme quantité de racines qui va aller sur le marché, les prix vont chuter, les fermiers vont être déçus et ils ne vont pas replanter. Et donc c'est un cycle vicieux, encore une fois, parce qu'on ne peut pas développer une industrie là-dessus. Donc le moment où on dit aux paysans qu'il faut produire davantage, ou si on leur donne les moyens de produire davantage, il faut en même temps penser à développer la transformation en même temps, de telle sorte qu'on puisse nourrir l'un avec l'autre. Ouais. Bon, ça c'est une chose. Et il faut aussi que tous les dirigeants africains, au plus haut niveau, ministériel, présidentiel, comprennent un peu mieux ces chaînes de valeur et qui comprennent un peu mieux les marchés africains, et notamment régionaux. Le Bénin est un très bon exemple. D'abord, je ne sais pas aussi négatif que vous l'avez dit, parce qu'une des raisons pour laquelle on a amené cette conférence au Bénin, c'est que le Bénin est le 4e producteur de manioc en Afrique par tête d'habitant. Alors pourquoi est-ce que le Bénin produit plus de manioc, enfin presque, c'est pas le maximum, mais 4e sur 30 pays, c'est pas mal. La raison, c'est simplement parce qu'il y a un grand voisin à côté qui s'appelle le Nigeria, et qu'il y a beaucoup de Nigériens qui viennent ici et qui achètent le gari. Donc, ou qu'on exporte directement en Nigeria. Donc alors, ça, Monsieur Fauquet, oui, Monsieur Fauquet, dites-nous, parce que là, le temps est en train de partir. Là, on a juste quelques petites secondes avant de conclure. Dites-nous, comment vous envisagez, vous, en tant que chercheur, bientôt à la retraite, l'avenir du... Oui, une 3e fois à la retraite, l'avenir du manioc en Afrique? Eh bien, j'espère que le président de la BAD va réussir à convaincre tous ces présidents africains, ministres africains, pour leur faire comprendre la complexité de la chose, mais le fait que c'est possible. Et c'est absolument, techniquement, agronomiquement, il est tout à fait possible de développer toutes ces chaînes. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais s'il y a suffisamment d'États qui cultivent de manioc, qui comprennent comment le faire, ça fera tache d'huile également. Donc je pense que je suis assez optimiste dans la mesure où on a des choses à proposer, c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro. Il y a déjà un certain nombre de recettes qui sont bien établies et qui ne demandent qu'à être utilisées. Donc je pense qu'on est au carrefour d'un certain nombre de routes. Et encore une fois, je pense que c'est extrêmement important d'avoir la première banque africaine, avoir un président qui est conscient de l'importance de l'agriculture et qui veut absolument développer et qui a la vision pour développer cette nouvelle transformation de l'agriculture en Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Claude Fauquet. Je rappelle à nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis que vous êtes le directeur général de Global Cassava Partnership 21. Alors, merci d'être venu sur ce plateau Entretien sur BB24. Bon retour chez vous, chers amis téléspectateurs. Vous avez compris, ici prend fin cette émission. Le Bénin, à l'instar des autres pays producteurs de manioc, peut bel et bien miser sur ce tubercule pour une plus-value à une échelle supérieure et une amélioration de revenus des producteurs. Le manioc apparaît ainsi comme un produit stratégique pour se faire un accompagnement et un suivi rigoureux de la filière semble nécessaire. Merci à chacun et à tous et à très bientôt. Merci à vous.